bonjour, bienvenue à nouveau. Ahmed bonjour. Parce que je vous ai déjà fait le bonjour et le bienvenue en off. Ouais. Je vous le refais en direct, Bon, en prenant le peuple à témoin. De ce que vous m'avez dit bonjour ce matin. Bienvenue. Bonjour Ahmed à mes téléspectateurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver ce matin, Laurent. Plaisir partagé. Pour, on va dire, cet exercice quasi quotidien. On démarre par le quotidien. Défi Info qui parle ce matin, non, plutôt que de démarrer par Défi Info. Oui, Défi Info, d'accord, c'est bon, j'ai le titre que je souhaitais. Suspension de la fête identitaire d'Akassato, le préfet œuvre pour l'union des acteurs de la fête. Oui, je crois que le débat faisait couler beaucoup d'encre et de salive il y a quelques jours. Et puis, on constate que il y avait déjà une polémique suscitée par cette fête parce qu'un animateur radio aurait listé les différents organisateurs de la fête sur une radio de Cotonou, et en mettant tel parrain et telle marraine, et dans une certaine mesure, ce qui ne serait pas du coup de certains acteurs. D'autres parrains et d'autres marraines, voilà, prétendus, ou supposés. Et donc la polémique est née de cette situation, et puis après, d'autres reprochaient à d'autres, certains reprochaient à d'autres le fait de n'être pas pour autant ancré à Akassato pour prétendre être marraine d'une fête identitaire d'Akassato, alors qu'il y a bien des personnes aguerries pour être marraine ou parrain de cette célébration. Donc du coup, il y a eu beaucoup de tiraillements en la matière. Je crois qu'aujourd'hui, le préfet prend une décision pour empêcher, pour éviter je dirais, pour éviter les casses, parce que dans une certaine mesure, en l'état, si la fête était organisée, il pourrait avoir trouble à l'ordre public dans une certaine mesure. Et donc, c'est dans cette perspective que le préfet décide finalement peut-être de suspendre pour le moment. Mais je pense que au-delà de tout, d'ailleurs, même ces fêtes identitaires, si je devais vraiment donner mon avis dessus, je crois que ça pourrait choquer plus d'un. De toute façon, le préfet a pris la décision. Attendons de voir la suite, ce que ça va donner. Attendons donc de voir la suite des événements. Direction l'Assemblée nationale, Laurent Roland-Toninquès, supposée introduction de l'homosexualité dans le programme de SVT. Le ministre Yves Poirot-Chabi clarifie et met fin à la polémique. Oui, je crois qu'il y avait une émission sur la radio nationale sur la question. Et les uns et les autres, c'est parce que la polémique est née de la lettre donnée par le secrétaire, le syndicaliste devant nous, qui à un moment donné a alerté comme quoi dans les curricula de formation qu'il y aurait l'introduction de l'homosexualité. En SVT notamment. Oui, voilà, j'ai pu suivre, excusez, les explications d'un inspecteur de l'enseignement secondaire. J'ai pu suivre également au cours de cette émission des psychopédagogues, notamment, je crois que j'ai suivi dans la même émission, il y a Eddie Cotter qui vient ici. J'ai suivi aussi le professeur, comment vous appelez, celui qui est au Canada. Il a été reçu aussi également ici. Les uns et les autres ont lu le document, ont donné leur version de la situation. Et donc, c'était un débat normalement clos. C'est vrai que parce que malheureusement, beaucoup parmi nous, nos acteurs politiques aussi, est-ce qu'ils suivent vraiment l'information? Parce que pour moi, je suis d'accord qu'il faut interpeller, mais cette question était déjà vidée normalement. Mais bon, à la représentation nationale, on donne plus d'explications. Ce qu'on va souhaiter, est-ce que c'est un discours pour nous calmer et pour revenir en force? Toujours est-il que les LGBT+, et autres là, prennent de l'ampleur au Bénin, au vu et au su de tout le monde. Le cas le plus flagrant, c'est Henri qui est devenu Henriette Chocolate, qui se promène partout, qui organise des concerts dans des bars. Tout le monde sait que c'est Henri qui est devenu Henriette la Chocolate. Personne n'en parle, bien évidemment. Et donc, c'est devenu un modèle pour certains jeunes. On voit des hommes dans bien des milieux, on constate leur mode de vie. Et d'ailleurs, même certains parmi eux ont parfois le culot de vous approcher pour vous draguer. Donc, ça, c'est connu. Il n'y a pas une disposition qui encadre le phénomène au Bénin. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas un phénomène qui encadre, une disposition qui encadre le phénomène au Bénin, c'est sûr que ça cause beaucoup de dégâts
qu'on ne maîtrise dans une certaine mesure. Donc, il faut trouver le mécanisme pour encadrer le fait. On sait qu'il faut légiférer en la matière. Mais écoutez, il faut légiférer en la matière. Quand bien même, hein, le ministre l'a dit devant la représentation nationale, le Bénin n'offre pas de protection juridique spécifique aux homosexuels. J'ai donné un cas. Henri est devenu Henriette la Chocolate. Oui. Elle organise concert un peu partout. Personne n'en parle. Il le dit, pardon, parce que c'est un homme comme moi. Vous auriez souhaité Il le dit fièrement. Et j'ai suivi une bêtise sur Facebook il y a quelques jours, où ils étaient dans un direct TikTok, où elle se permettait un certain nombre de choses. Oui, mais on ne va pas non plus se focaliser sur la personne dont en fait, c'est un exemple. Dont vous parlez, autrement, ce serait comme si, voilà... En dehors de lui, je ne fais pas un procès. Ce que je dis, j'assume, c'est moi, de toute façon. Je dis... Parlons en général. C'est un cas palpable qu'on connaît. D'accord. Enfin, que vous connaissez, parce que personnellement, vous ne connaissez pas. Je ne sais pas de qui vous parlez, par exemple. D'accord. Voilà. Mais en dehors de lui, il y a plusieurs autres cas. Voilà, parlons. On a vu des gens saisis, on a vu deux femmes vivre ensemble au point de détaler leur vie sur les réseaux sociaux, où l'autre aurait trahi l'autre pour tomber enceinte parce qu'en réalité, elle n'aurait pas dû tomber enceinte. Ce n'était pas possible qu'elle tombe enceinte. On a vu ce cas, par exemple. On a vu le cas qui a été évoqué par notre confrère Adrien Tinkpantor, et pour lequel la personne indécée a dû signer le journal de justice. Le journal a gagné le procès. C'est des cas qu'on connaît. Mais donc, si on n'en parle pas et qu'on dit que bon, il n'y a pas de discussion, c'est pas dans le système, mais de toute façon, ça existe. Et dès lors qu'on ne met pas prend pas de discussion pour encadrer, c'est que c'est devenu une norme dans la société et les jeunes peuvent facilement s'adonner à cette pratique. Et d'ailleurs, on en voit un peu partout. C'est de ça que je parle. D'accord. Il est opportun, en tout cas, donc, de... Il faut réfléchir sur la question. C'est très important. De feigner, de feindre, de l'ignorer. De l'ignorer, non. Mais qui ignore quoi? On se connaît dans ce pays quand même. Allez, autre fait d'actualité abordé par les quotidiens ce matin, Roland Tonéi, qui est Eric Rondeté ou Boni Yayi, qui est le chef de file de l'opposition? La réponse est désormais officiellement connue. Mais nous l'avons dit sur ce plateau. Le débat est clos. On avait fait le débat sur ça. On a fait le débat sur ça. On a évoqué comment est-ce que ce qui fait que Eric Rondeté sera toujours le chef de file de l'opposition. Jusqu'à nouvel ordre. Je crois que c'est un débat que les gens peut-être viennent susciter encore, alors qu'en réalité, question vidée. Moi, j'estime que la loi dit clairement que le chef de file d'opposition est choisi en tenant compte des élections communales, par exemple. Et donc, le parti de l'opposition qui a le plus d'élus d'office à ce niveau, le chef de file d'opposition est nommé en pas décret en Conseil des ministres sur proposition du Conseil électoral. Dès lors qu'il y a une élection communale et puis après une élection législative, on choisit le parti qui a le plus d'élus tenant compte des résultats des élections législatives. Et donc, sur ce fait, quand on est à l'élection en janvier 2023 pour les législatives, il se fait que c'est le Parti démocrate qui a le plus d'élus. Donc, dans une certaine mesure, ce qui fait que le parti, les démocrates, c'est en son sein qu'il faut choisir le chef de l'opposition, notamment le président du parti, dans une certaine mesure. Donc, c'est ça qui a amené le chef de l'État à nommer un conseil des ministres sur proposition du Conseil électoral et de la Commission électorale nationale autonome. Eric Rondeté a été proposé et a été nommé. Alors, donc, nous sortions d'une élection quand Eric Rondeté a été choisi. Et il se fait que dans la même année, ce parti a changé de président. Mais la loi est restée muette sur ce fait. C'est-à-dire la loi aurait pu prévoir que dès lors que le président du parti change, c'est que le nouveau président devient d'office le chef de l'opposition. La loi n'a rien dit là-dessus. Donc, et je l'ai dit encore, que c'est sur cette question que le parti, les démocrates, doivent davantage faire très attention. Les militants ou les responsables du parti ne doivent pas chercher à tout prix que ce soit Boni Yayi, le président, le chef de l'opposition. Parce que ça va être un instrument utilisé par le pouvoir en place pour créer la confusion au sein de cette formation politique. Donc Boni Yayi est président, il comprend qu'en tant que président, il a des prérogatives, il a des choses à faire, il peut aller là où il veut, parler au nom du parti dans cette mesure. Mais si le gouvernement veut discuter, le président de la République peut choisir, recevoir Eric Rondeté, qui a été nommé chef de file d'opposition. Et c'est là que
quelque part, Boni peut ne pas être d'accord. C'est là que quelques responsables du parti ne peuvent ne pas être d'accord. Mais attention, il va falloir faire très attention pour ne pas tomber dans le piège du Patrice Talon de la mouvance présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a des discussions, on dit le chef de l'État consulte le chef de file d'opposition, va appeler Ringolete, Boni va dire mais c'est moi le président du parti, en temps normal c'est moi qui dois être le chef de file d'opposition. Du coup, ça peut créer une guerre entre les deux et déjà diviser davantage la formation politique. Je crois que Boni doit pouvoir se départir de cette nomination, de ce titre de chef de file d'opposition et laisser Eric Ringolete aller jouer le rôle et lui rendre compte. Mais vous reconnaîtrez quand même que ça fait un peu bizarre. Ça fait bizarre. Le président justement du parti politique, les démocrates, qui plus est, Thomas Boni Yayi, comment je vais dire, intitulé personae, puisse donc ne pas être invité à discuter avec le chef d'État et que ce soit plutôt son vice-président. Par exemple, qui y aille à titre de chef de file de l'opposition. Et c'est en cela d'ailleurs que dans les propos du porte-parole du gouvernement, on a pu entendre que oui, la formation a la possibilité de demander à ce que oui, la substitution soit faite. Puisque Yayi Boni est désormais le président du parti, c'est ce que je dis. Que l'on remplace, tout simplement, pour que ce soit plus cohérent, plus logique. Mais écoutez, nous avons fini les élections en janvier. Ringolete a été nommé quand? Pratiquement en mai. D'accord, pour ne pas dire juin, pratiquement. Donc, est-ce que le pouvoir en place est disposé à changer rapidement les choses en faisant de Yayi Boni chef de file de l'opposition? Moi, je pense que c'est... Quand on suit les propos, en tout cas, de Wilfried Léon Ngoumbedji, on se dit que c'est possible. C'est possible. Vous avez bien dit c'est possible. En réalité, c'est un piège qui est là, qui guette la formation les démocrates. Sauf que ce sera plus cohérent quand même. Oui, mais en réalité, que d'opérer ce changement. Ce que nous disons, c'est très simple. C'est-à-dire que quand vous allez dans un pays, les gens marchent avec la tête, avec la tête. Quand vous êtes dans une situation donnée, vous vous adaptez à la situation malheureusement pour éviter les casses au niveau de votre formation politique ou de votre groupe. Et donc, ça peut être un élément de confusion pour la fonction politique. Bien sûr, bien sûr. Et donc, pour éviter ça, pour ne pas tomber dans le pied, parce qu'en réalité, à un moment donné, c'est une affaire qui peut banalement les amener devant la justice. Bien sûr. Et mettre en difficulté les intérêts du parti. C'est de ça que je dis, c'est normalement, une fois que le président a changé, en tout cas la tête du parti a changé, en temps normal, le chef de l'opposition doit pouvoir changer. Mais j'ai dit clairement que la loi est restée muette sur le cas où le président du parti est changé. Donc, c'est des dispositions, c'est des arguments que les autres peuvent utiliser à tout moment pour confondre. Et en voulant donner la force à Éric Ringolete pour humilier entre griffes Boni Yayi, qui, en son temps, peut ne pas accepter ça. Et dans cette situation, va créer la division au sein de cette fonction politique. Donc, c'est de ça que je parle pour dire, c'est à eux de faire très attention de savoir comment jouer. Dans une certaine mesure, si le chef décide de rencontrer le chef de file d'opposition et que c'est Ringolete qui est invité, let's go, il n'y a pas de problème. Si, entre-temps, le pouvoir en place estime que, bon, maintenant, on peut changer et que le Conseil électoral et la Commission électorale nationale autonome décident de proposer pour que ce soit nommé en conseil, puisque dans le cas d'espèce, le Conseil électoral a nommé en tenant compte des résultats. Bien sûr. Si le Conseil électoral doit encore nommer maintenant, sur quelle base le Conseil électoral veut proposer. Donc, ça voudra dire que tout ce qui va se passer revient à Patrice Talon seul, parce que c'est à Patrice Talon de reconnaître peut-être que, bon, Éric Ringolete n'est plus chef et que c'est Boni Yayi qui est donc, et de reprendre et de le nommer finalement par décret en conseil des ministres. Pour en rajouter un peu plus, remarqué lors de la récente rencontre entre Patrice Talon et justement les responsables du parti, les démocrates, en parole de préséance, vous aviez Thomas Boni Yayi, Éric Ringolete, puis... Non, mais ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire parce que dans l'ordre de préséance, d'accord, mais dans une certaine mesure, Boni Yayi reste un ancien président de la République. On ne saurait le reléguer en deuxième position et mettre Ringolete en première position. Donc, on ne saurait mettre Éric Ringolete chef de file de l'opposition alors que Yayi Boni est dans le système. C'est ce qui est normal. Voilà. Bon, mais dans la situation je pense qu'on comprend. C'est anormal. Après, c'est que chacun a juste un peu de carburant pour que...
Non, on attend de voir. De pour toute que façon, la flamme soit Éric Dimoudité reste et demeure attisée. chef de file d'opposition. Bien Attendons de sûr. voir la suite. Bien sûr, bien sûr. Réalisation avec la formation Les Démocrates qui devrait être en congrès, je pense, à Grand Popo. Hein, Oui, dans les prochains jours. ils étaient d'abord en conseil national du Conseil côté de la national. Calavi. Et puis après, je crois, ils sont allés à Grand Popo pour un séminaire. Atelier d'élaboration du PTA, Oui. budgétisé, Oui. pour 2024. Non, 2023-2024. je crois qu'ils ont le financement public. Justement. Et d'ailleurs, je crois, j'ai une trahi conséquente en disant que tous les députés élus par mois doivent verser, je crois, une partie de leur Salaire, c'est ça Oui, à la fonction politique. À la fonction politique, pour permettre à la fonction de vivre dans certaines mesures. Donc, tout ça là, quand vous avez ces sous-là, il faut choisir, il faut décider comment les utiliser, pour impacter davantage des citoyens dans une certaine mesure et pour mieux se faire. Puisque nous tendons vers 2026, ça va être une guerre de communication, ça va être une guerre d'action sur le terrain. Et donc, dans une certaine mesure, toute formation qui n'aurait pas les moyens de communiquer. D'ailleurs, vous allez voir que au cours de la rencontre, après la rencontre du chef de l'État, il y a une communication assez dense du côté du pouvoir en place, pendant que les opposants n'avaient pas certainement la roche pour aussi communiquer à leur manière sur ce qui s'est passé. Donc, ça va être une question de communication. Et donc, il faut d'abord savoir quoi dire, quoi faire, et savoir quel acte poser, quelle stratégie mettre en place dans une certaine mesure pour davantage impacter les Béninois qui peuvent soit se rallier à la cause du Parti démocrate ou non, dans une certaine mesure. Donc, tout ça, ça doit être dans un plan de travail annuel. Donc, je crois qu'ils font bien de commencer par là, dans une certaine mesure. Et espérons de voir, peut-être que ça leur sera profitable. C'est sur le terrain que ça va se constater. Et c'est au thème des élections en 2026 qu'on constatera si tout ce qu'ils ont pu faire jusque-là, ils ont eu l'adhésion populaire, notamment les Béninois qui sont acquis à leur cause dans une certaine mesure. Donc, on attend de voir. Les démocrates toujours, et cette fois-ci, libération de deux d'entre eux. La question qui continue d'agiter l'opinion publique, ou d'être agitée en tout cas dans l'opinion publique. Libération de Madougo et Ivor, le quotidien Dynamisme Info en parle ce matin, et écrit 2026. La crainte du pouvoir en place, c'est une interrogation. Oui, les mêmes causes peuvent toujours produire les mêmes effets. Je crois que ceux qui ne sont pas d'accord, c'est peut-être des gens qui ont décidé d'être aveugles dans une certaine mesure. Vous savez, Rekia Madougou et Jola Ivor ont été rendus malheureusement populaires, célèbres par le pouvoir en place, notamment à travers les prisons. Et tout le monde sait que c'est la situation qui a prévalu en octobre 2012 qui a rendu Patrice Talon populaire, malheureusement pour Boniaï et heureusement pour lui. Donc, dans toute situation, c'est que les victimes au Bénin arrivent toujours finissent par prendre le dessus dans une certaine mesure. Et dans le cas d'espèce, ce qui est reproché à Boniaï, à Rekia Madougou et Jola Ivor, quand on regarde un peu la situation, la justice a fait son travail. Mais les acteurs politiques ont leur opinion, chaque observateur en ce qui les concerne a son opinion sur la situation, et même des gens de la mouvance présidentielle ont leur opinion sur la situation. Donc, dans cette situation, dans ce contexte, on se pose mille de questions. Si Rekia Madougou et Jola Ivor aujourd'hui étaient libérés, amnistiés, pardonnés ou graciés, est-ce que ça ne va pas être un problème pour la mouvance présidentielle plus tard? Même si ces deux personnes n'étaient pas candidates dans une certaine mesure, leur présence sur le terrain peut davantage faire basculer. Il lui fallu qu'on ne le veuille pas, parce que quand vous regardez aujourd'hui, quand on parle de microcrédit aujourd'hui, il y a quelqu'un au moins qui a commencé ça dans ce pays. Et cette personne reste demeurée Rekia Madougou, qui à un moment donné a eu l'adhésion des femmes dans une certaine mesure de sa cause. Et quand on a vu ce que Jola Ivor a fait, Jola Ivor a parcouru pratiquement tous les départements en rencontrant les femmes, en rencontrant les jeunes, en discutant avec ces personnes de leurs problèmes, en faisant la promesse de ce que des solutions seront trouvées à leurs problèmes. Donc, quand on a en face de personnalités de ce rang qui sont connues au plan international et qui ont certainement des partenaires, qui ont des amis au plan international, qui en son temps n'hésiteront pas peut-être à mettre la main à la poche pour le soutenir dans une certaine mesure, on est en droit de craindre pour 2026. Et donc, ça peut amener le chef de l'État à ne pas pardonner maintenant, peut-être attendre que les élections de 2026 passent et qu'avant peut-être qu'il ne passe service, passe le témoin qui décide maintenant de prendre un décret pour les gracier ou les amnistier dans une certaine mesure.
Mais moi, je crois qu'il vaut mieux le faire tant qu'il est temps, plutôt que d'attendre. Et je voudrais peut-être, ça peut choquer. Je sais que ceux qui refusent de pardonner sont catholiques et récitent le Notre Père qui est aux cieux. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est un N'oublie pas sujet ça. sur lequel on revient dans l'actu décalé d'ailleurs, et en nouvelle diffusion. Numéro enregistré, je pense, le mardi dernier avec Maître Amoussa Raimi en plateau. Ce sera donc pour vous en nouvelle diffusion dans l'actu décalé. Sur le même sujet, plus ou moins en tout cas, Dynamisme Info écrit ce matin apaisement de la situation politique au Bénin, Talon appelé à ignorer ses soutiens sans cœur. Bon, est-ce qu'il est appelé à ignorer ses soutiens? Non, je crois que dans une certaine mesure... Je pense que le quotidien ici essaie de nous dire que le chef de l'État a des soutiens qui vraisemblablement sont sans cœur et donc le pousse à peut-être prendre certaines décisions qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement de la situation politique au Bénin. Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que il appelle à ignorer, le jeune l'appelle à ignorer ses soutiens. C'est soi-disant soutien sans cœur. Est-ce que réellement ce qui se passe est de la part, est du fait des soutiens seuls? De ses soutiens. Au-delà de tout, les Béninois ont voté pour Patrice Talon, pas pour ses soutiens. Donc s'il y a une situation qui perdure, la personne qui rendra compte aux Béninois en 2026, à la fin de ce mandat, reste et demeure Patrice Talon. Donc, on ne saura continuer à penser, je suis de ceux qui pensent que oui, il y a des vuvuzela autour de lui, et qui, craignant pour leur avenir politique, qui, craignant pour leur intérêt, parce que dans une certaine mesure, de nouvelles personnes ou les Récamadou Bourgeois et voient les consorts libérés pourraient être un problème dans leur circonscription électorale. Je crois que ces personnes, oui, à un moment donné, constituent des problèmes pour Patrice Talon. Mais au-delà de tout, quand même, c'est un monsieur qui a la tête sur les épaules, quand même. Quelqu'un qui a fait ses affaires, qui a réussi en affaires, qui a cette masse financière, en tout cas cette fortune dans une mesure, qui vit en politique, ce n'est pas un chiffon, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut sous-estimer. On a pu voir que quand je compare un Patrice Talon à Boni Yayi, il y a une grande différence. Parce que Boni Yayi a eu le pouvoir, mais a été obligé de gérer le pouvoir avec quelqu'un qui l'a aidé à avoir le pouvoir. Mais ici, c'est celui de Patrice Talon. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans l'ombre qui gère le pouvoir avec Patrice Talon. Donc, tout ce qui se passe, tout lui revient, c'est lui qui décide de tout. Et je le dis, je le redis encore. En citant le Notre Père, quand il va à l'église, il dit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». À moins que dans cette prière, quand il le fait, il enlève cette phrase. Rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boni Yayi, la presse en parle toujours. Laurent Roland-Toneniquez à lire à la une du quotidien Le Leader du jour ce matin. Réforme sur le code électoral, parce que oui, ce sujet était également au cœur des discussions, sinon que c'était même le sujet principal qui a conduit le chef de l'État à donc convoquer cette séance. Le 8 mai de Patrice Talon, écrit Le Leader du jour. Oui, quand on regarde le code électoral aujourd'hui, il y a des imperfections, il y a des insuffisances sur lesquelles il faut réfléchir. Il faut véritablement réfléchir sur ces imperfections et réfléchir et dire, voir ce qu'il y a lieu de corriger. C'est vrai que le code en l'état, en griffe, rend service au pouvoir en place, en tout cas la majorité. Et revenir sur certaines dispositions de ce code pourrait peut-être constituer un problème pour les formations politiques de la mouvance présidentielle dans une certaine mesure. Ça pourrait aussi être un obstacle pour la continuité ou non de Patrice Talon, en tout cas son dauphin, pas de 2026. Donc, toujours est-il que c'est les opposants qui doivent peut-être puiser dans en leur sein, en tout cas des forces pour des stratégies pour contrer ce qui se passe. Vous savez, les opposants, à un moment donné, tenant compte d'un certain nombre de choses, avaient refusé de se conformer, d'aller aux élections dans une certaine mesure, avaient refusé de se conformer, et ce qui a valu le fait qu'on les empêche d'aller aux élections. Parce que je me reprends, il ne faut pas qu'on dise que j'ai dit les opposants ont refusé d'aller aux élections. Il y avait des mécanismes qui les avaient empêchés d'aller aux élections. Même si certains aussi, en son temps, ont œuvré pour que
les partis ne se présentent pas aux élections. Non, non, je ne veux pas parler du cas Azanaï. Mais c'est un cas qui... Azanaï reste un acteur politique chauve-souris. Je ne sais pas, il n'est ni mammifère, ni oiseau. On ne sait pas où il est véritablement. Parce qu'il tire sur la mouvance, il tire sur les positions finales, on ne sait pas où il est. Je veux parler de ceux qui avaient vraiment la volonté d'aller aux élections, mais pas du fait de certaines machinations ou certaines stratégies politiques. De qui? Je ne sais pas. Sur la question, en tout cas, du code électoral, hein, le oui mai de Patrice Talon, évidemment, c'est sur le fait que le chef de l'État se dit prêt, d'accord, à ce que l'on puisse peut-être prendre des initiatives hein, pour une réforme du code électoral, mais, insiste-t-il, il ne faut pas faire l'erreur de chercher à réformer le système partisan actuel, auquel il tient, puisque le système partisan actuel, on y a gagné quoi? De vous à moi. On parle de système partisan. Avoir de grands ensembles. Les grands ensembles. Avoir moins de partis politiques. Les grands ensembles qui sont là, qui servent à quoi? Attention. L'UP Le Renouveau tient-il toujours debout? Question aux membres de l'UP Le Renouveau. Et ils savent très bien que ça ne tient plus debout. Parce qu'il y a plusieurs candidatures internes, plusieurs camps qui s'affrontent. Déjà, au sein de l'UP Le Renouveau. Le BR fait l'effort d'aller dans la 7e circonscription électorale pour dire que rassure la population, pour éviter les questions qui fâchent. Écoutez, vous savez très bien qu'en votre sein, il y a des problèmes. Grands ensembles, quoi? Moi, je dis, je suis ça dessus. Il y a aujourd'hui des clubs d'acteurs politiques soumis qui n'ont pas peut-être le courage d'affronter. Attendez. Mais me diriez-vous, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Pour vous dire quoi? Me diriez-vous que la situation au niveau des partis politiques d'aujourd'hui, à comparer à celle d'il y a 10 ans, est pire? On a réglé le problème de réduction du nombre de partis politiques. D'accord. Même le fonctionnement. Mais les gens, même le fonctionnement de ces formations politiques. Ceux qui se retrouvent plus ou moins, en tout cas. Ceux qui sont... Entre-temps, c'était un seul individu. Aujourd'hui, c'est mieux. Ceux qui se... Écoutez, il y a du mieux aujourd'hui. Le point positif que je remarque, c'est qu'il y a moins de formations politiques, d'accord. Voilà. Mais au niveau des formations politiques aujourd'hui, je ne vois pas moi des militants. Je vois des gens soumis qui sont obligés d'aller faire telle ou telle formation pour en réalité continuer à bénéficier du peu qu'ils ont. Ou bien, attendez. Et peut-être continuer à être à l'abri des représailles, c'est-à-dire que, parce que vous savez très bien ce dont je parle. Maintenant, il y a... Je crois savoir. Vous croyez savoir, vivement que vous le sachiez. Alors, maintenant qu'on finit de dire ça, je vois des grands ensembles qui, malheureusement, en dehors d'aller aux élections pour élire des députés, d'accord, pour des conseils communaux autres là, et des gens qui étaient déjà proches du chef de l'État, qui sont ministres depuis 7 ans, 8 ans, 7 ans, 8 ans, 6 ans ou 5 ans. Ce qui vous fâche apparemment? Ça ne me fâche pas. Je ne suis nullement UPB. Je ne suis nullement UP Le Renouveau. Non, j'ai pitié. Il n'est pas interdit. J'ai mal. Il n'est pas interdit que l'on reste ministre pendant 10 ans. J'ai mal pour... C'est comme vous l'avez dit, le chef de l'État qui a été élu. Non, mais c'est lui qui rencontre. Attendez, j'ai pas fini. C'est pour vous dire quoi. Donc, ABT reste au pouvoir pendant 10 ans. C'est ce que je vous dis. Enfin, reste à son poste pendant 10 ans, aucun problème. Attendez que je finisse quand même. Pour vous dire quoi. Des gens sont là, dans les formations politiques, des cadres bontés, mais on va piocher les compétences ailleurs. Le chef de l'État est le seul à décider. Oui, voilà. Vous pensez que dans UP, le Renouveau BR, il n'y a pas les gens qui ont ce profil? Je n'ai jamais tenu ces propos. D'accord. Mais je dis que c'est le chef de l'État qui a été élu, c'est lui qui décide. De qui ils sont tous pour mener son programme national. Dans ces formations politiques, il y a des gens qui sont nommés et qui cumulent des postes. D'accord. Pourtant, il y a des cadres encore dans ces formations politiques. C'est pour vous dire qu'en réalité, ce réforme du système partisan dont on parle là, et on nous a dit que normalement, que tout doit se faire avec les partis politiques là. Est-ce que UP Le Renouveau et BR peuvent, la main sur la poitrine, dire que c'est eux qui dirigent le pouvoir avec Patrice Talon, ou bien c'est Patrice Talon qui dirige son pouvoir et qui le fait appel quand il en a quand il le veut? C'est de ça que je parle, pour dire qu'en réalité, on doit sentir une participation active des formations politiques dans ce qu'on appelle l'exécutif. La seule chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Ils contrôlent beaucoup de mairies dans certaines mesures. Quelques militants de ces formations politiques qui restent amis ou proches de Patrice Talon continueront à être là, pendant que d'autres
c'est vrai qu'ils craignent les représailles, mais ils vont attendre jusqu'en 2026, ils n'auront rien. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que on conquiert le pouvoir ensemble, on conquiert le pouvoir ensemble, et puis on gère ensemble. Mais j'ai comme l'impression que tout le monde ne gère pas le pouvoir. C'est une minorité qui continue de gérer le pouvoir. Vous savez qu'on a déjà eu ce débat plus d'une vingtaine de fois. Oui, et vous ne serez jamais d'accord avec moi. Et à chaque fois, j'ai l'impression que vous avez une vision tellement utopique de la situation. Parce que vous savez très bien que ça ne fonctionnera jamais comme ça. Mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Oui, mais ça ne fonctionnera jamais comme ça. Non. En plus, n'oubliez pas que cette réforme est date de quand Ahmed Arikpa. Oui, donc il faut un temps d'implémentation. Ahmed Arikpa. Laissez le temps au temps. Ahmed Arikpa. Laissez les choses se faire. N'oubliez pas qu'on vient de très loin, Laurent. N'oubliez pas qu'on vient de très loin. Ahmed Arikpa. Donc il faut laisser le temps à la réforme d'être implémentée. Allez suivre à nouveau les vidéos des sorties des acteurs de la mouvance quand ils voulaient mettre en place la réforme du système du partisan. Oui. Quand on suit le discours et qu'aujourd'hui, on constate que tout ce qui était dit à l'époque n'est pas peine à être implémenté. Donc il y a un problème. Oui, mais Laurent, vous savez mieux que moi qu'il faut rêver grand pour avoir moyen. Donc rêvez grand, et au pire, vous avez petit. Au pire, vous avez petit. Continuez. Au mieux, vous avez moyen, et au grand mieux, vous avez tout ce que vous souhaitez. Ce qui est sûr. Donc il faut rêver grand. Ce que moi j'ai envie de dire à Patrice Talon, c'est qu'il essaie de revoir parce que il y a des gens qui sont dans ces fonctions politiques-là. Moi, attendez, moi je sors beaucoup. Je rencontre beaucoup de personnes. Je discute avec beaucoup de personnes. J'ai discuté avec certains, au détour de certaines rencontres. Je m'amuse à infiltrer, à les écouter. Écoutez, ne soyez pas surpris que beaucoup parmi eux vous lâchent dès 2024-2025. D'accord. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils vous reprochent, Monsieur le Président de la République. Ils estiment qu'ils sont là depuis et que c'est seulement le groupuscule que vous connaissiez et qui gère avec vous. Essayez de revoir les choses. Je ne suis nullement mouvancier. Je n'ai rien à cirer avec la mouvance, encore moins avec l'opposition. Je fais mon travail, mais je dis attention parce que ça peut vous rattraper. Alors, ce qui pourrait également rattraper, et là, c'est le Parti des démocrates qui pourrait se faire rattraper, c'est que de chercher à justement opérer une réforme du système partisan actuel. Parce que sans ce système partisan actuel, il n'y a pas de Parti des démocrates. Et revoir justement ce système partisan conduirait, et ça fait partie des mises en garde, ou en tout cas le chef de l'État l'a dit, le Parti des démocrates pourrait en pâtir. Non. Si on revoit ce système partisan. Non, écoutez, bien au contraire. Vous pensez que n'eût été ce système partisan actuel, on aurait pu avoir un parti comme les démocrates? Oui, on a toujours eu ça quand même, Ahmed Arikpa. Quand vous regardez les différents processus... Oui, mais qui fonctionnent comment? Attendez. Il n'y a jamais eu véritablement de parti. Non, qu'on ne veuille pas, malgré la multitude de partis... Non. Des alliances, voilà. Non. Écoutez, on a des alliances. Attendez. Quand je prends les formations politiques aujourd'hui, à l'aide de la réforme du système partisan, le Parti démocrate, les démocrates, est constitué comme les partis qui sont fondus. Et allez regarder le nombre de partis qui ont constitué l'UP Le Renouveau, le nombre de partis qui ont constitué le Bloc républicain. Pour vous dire quoi, au-delà de tout, malgré la multitude de partis par le passé, il y avait toujours une formation politique qui arrivait à prendre le dessus. Donc, ce n'est pas la réforme du système partisan qui a permis aux démocrates d'avoir les 28 députés. Le dire, c'est que nous ignorons l'histoire de ce pays politique. Parce que quand vous prenez les différentes élections que nous avons eues, au-delà de la multitude de partis qui vont aux élections législatives ou communales, il y avait toujours 2, 3 ou 4 formations politiques qui arrivaient à sortir leur épingle du jeu. Bien sûr. Donc, pour vous dire, ce n'est pas la réforme du système partisan. Bien au contraire, ce que je dis, ce qu'on a dit dans la réforme du système partisan, c'est que les partis politiques participent de façon active à la gestion du pouvoir. Mais quand on fait une analyse de la gestion du pouvoir aujourd'hui, on se rend compte que les partis ne participent pas pour autant. C'est vrai que les députés à l'Assemblée nationale vous diront que oui, ils sont de la mouvance, présidentielle, mais eux, ils ont eu la chance d'être élus députés. D'autres ont eu la chance d'être élus conseillers communaux. Mais d'autres sont dans les fonctions politiques et qui peut-être ont des compétences qu'on peut faire valoir. Mais malgré ça, ils sont là, on va chercher les compétences ailleurs. Dans une certaine mesure, c'est de ça que je parle. Pour vous dire quoi, aussi longtemps que ça peut continuer ça va continuer comme ça, il se peut que le système, la mouvance présidentielle soit affaiblie au profit de l'opposition, parce que les opposants aujourd'hui ne parlent pas, ils sont peut-être en griffe une minorité, mais il y a des gens qui sont avec vous et quand même ils sont contre vous. On a pu voir, je l'ai dit, l'exemple de 2019, quelqu'un qui est BR, qui descend à Clavier pour faire campagne pour l'UP et le Renouveau. D'accord? Je connais des gens qui sont UP et qui ont fait campagne pour les démocrates au cours des dernières élections. Donc ça arrivera, où des gens, le moment arrivera où des gens feront des alliances nocturnes, discrètes,
et ça ne va pas profiter le pouvoir en place. Il vaut mieux écouter. C'est vrai qu'on ne peut pas faire le bonheur de tout le monde, mais quand si moi je suis UP Le Renouveau, d'accord, et que je suis BR, je soutiens le chef de l'État, et que je me rends compte que le DG adjoint de la douane était un Sénégalais, il s'en va parce qu'il doit aller aux élections présidentielles dans son pays, et puis pour nommer quelqu'un qui est adjoint, on ne trouve pas dans la fonction politique au plan national. Et je suis là, je sais que je peux le faire et que j'ai les compétences. Et qu'on dégage encore un Rwandais, je peux ne pas être d'accord. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aussi amener les compétences étrangères. Mais dans une certaine mesure, quand même, je crois qu'il faut revoir cette mode de gestion, de gouvernance, pour que certains ne soient pas frustrés au point d'être des problèmes pour le pouvoir en place. On va aller à l'international, Laurent Roland-Anthony, qui est très rapidement avec le quotidien La Loupe, si je ne m'abuse, sécurité et développement. Le Burkina et le Niger tournent officiellement le dos au G5 Sahel. Ça ne devait pas surprendre. Ça ne devait pas surprendre. Le G5 Sahel, finalement, ça a été une volonté de la France. Et on a pu voir ce que le G5 Sahel a pu faire à un moment donné. On dit lutter contre le terrorisme. Malgré tout ça, tous les jours, le terrorisme prenait de l'ampleur dans cette région, notamment le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et autres. Donc, dans une certaine mesure, quand c'est comme ça, écoutez, et qu'il y a eu des coups d'État, on voit, même si les pouvoirs en place au Mali, au Niger, au Burkina Faso n'arrivent pas encore à annihiler totalement les velléités des djihadistes. Dans une certaine mesure, on voit que chaque jour, il y a des résultats. Les djihadistes, les terroristes ne se reposent pas, mais aussi les pouvoirs en place dans ces pays ne se reposent pas également. Donc, il y a une dynamique dans ce qui se fait. Et si les gens ont pris leur destin en main et ont des résultats, à quoi bon continuer à appartenir à un groupe qui, en réalité, au lieu de vous aider à un moment donné, avec le temps, on a pu constater que les résultats n'étaient pas assez probants. Donc, c'est normal que ces pays quittent le G5 Sahel. D'ailleurs, ces pays qui ont annoncé créer leur monnaie. Et je crois que depuis que cette annonce a été faite, la France fait pression sur la CEDEAO pour les amener à ne pas, en tout cas pour leur mettre la pression également, pour déstabiliser les pouvoirs en place dans ces pays. Je crois que la CEDEAO... Pour déstabiliser, dites-vous? Mais écoutez, carrément. Ça n'engage que moi, je le dis. Non, je vais faire semblant de ne l'avoir pas entendu. Voilà. Et on va poursuivre, Laurent. Il y a un sommet de la CEDEAO le 10 décembre prochain. On attend de voir ce qu'ils vont dire par rapport au Niger et par rapport au Mali et au Burkina. Je sais que la monnaie voulue par le Niger, le Mali et le Burkina, ça va créer en fait un problème à la France qui continue de couper une franc CFA. Dans un village de la France, c'est nous, on coupe la monnaie que nous utilisons en Afrique dans un village de la France. Et ça fait la fierté des chefs d'État parce qu'il n'y en a pas mieux qui n'auront jamais levé le doigt pour revendiquer cela, parce que cela participe de leur survie au pouvoir et de leur continuité au pouvoir. Mais je suis sûr que les vrais peuples africains finiront par prendre leurs responsabilités pour mettre fin à cette situation malheureuse qui nous maintient dans la pauvreté depuis des années. On dira, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Afrique, le malheur de l'Afrique vient de la France. Non, ce n'est pas que la France. Il y a des filles et fils d'Afrique qui constituent les bourreaux de l'Afrique, les vrais problèmes de l'Afrique. Si les Africains décident de ne plus être des soumis à la France, je crois que l'Afrique décollera pour de vrai aussi longtemps. Donc, on ne va pas continuer à jeter la pierre à la France. La France, toute puissance cherche toujours à contrôler. Donc, la France cherchera toujours à contrôler soit le Bénin, soit le Togo. La France continuera. Mais cela dépendra des fils du Bénin, de la France, des chefs d'État notamment, qui, en réalité, doivent être des garçons, des hommes. J'en connais en tout cas qui auraient besoin en urgence de votre discours panafricain. Qui ça? De ce matin. Je ne suis pas panafricain pour être panafricain. Je n'en dirai pas plus. Non, parce que pour le moment. Non, je vous le dis en même temps parce que les gens ont offert de penser que je suis un disciple de Kémy Séba. Je n'en suis Laurent Roland-Anthony, je n'ai jamais évoqué ce nom sur ce plateau. Je le dis en même temps. Peut-être que des termes
utilisé au détour Non, de mes propos. Je sais vous ont que fait les penser. gens, je le dis parce que les gens ont fouillé. Je sais qu'ils ont fouillé pour voir s'il y a eu contact avec eux. Je n'ai aucun contact. Allez Laurent, on va finir. Je m'en fous de ce on va combat. finir Je fais le mien. On va finir par ce drame et peut-être que je pense qu'on y reviendra demain. Mais un mot là-dessus très rapidement. Drame à Figaro, c'est un jeune homme charcute à 1000 morceaux. C'est géniteur. Oui, j'ai pu lire le compte rendu qui a été fait de cette situation, mais je crois que quelqu'un qui connaît bien la situation a évoqué les faits, que je me permets rapidement, si vous permettez, de relater. C'est que il était, on va le faire sûrement demain. D'accord. De toute façon, c'est assez, assez oui. difficile à vivre. Un enfant était malade, on devait être interné. La mère, par amour maternel, dit non, que l'enfant devait être envoyé au centre 5 amis de l'hélice de Tokan. Et donc après, ils ne sont pas partis, ils sont rentrés avec l'enfant. Et donc dans la nuit, l'enfant a bloqué la porte, a charcuté ses deux parents. Il était instable en fait. Oui, en fait c'est quelqu'un qui prenait les produits stupéfiants. Voilà. On en reparle. Qui ne se contrôle plus. On en reparlera demain, plaise au ciel, Laurent Roland Anthony Niquès. On y consacrera peut-être un acte décalé pour tenter de comprendre ce qui justifie eh bien, ce genre d'acte dans notre société.